Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers gourmand du meilleur pâtissier. On va se pencher sur l'épisode du 9 octobre diffusé sur M6. Thème: La tarte est dans le pré. Plutôt sympa comme intitulé. Notre base, c'est un article qui nous a bien briefé sur le contenu. Alors, on est déjà à la 5e semaine, ça avance. Plus que 10 pâtissiers amateurs en course. L'ambiance annoncée, c'était très campagnard. Une sorte de thème retour à la nature, si on veut. Toujours avec Cyril Lignac et Mercotte aux commandes, bien sûr. Diffusion, donc, jeudi 9 octobre, 21h10 sur M6. Et dispo en replay sur M6+, évidemment. Prêt à décortiquer tout ça ? Ah oui, tout à fait. Le meilleur pâtissier, ça reste une formule qui marche bien, hein. Ce mélange entre des amateurs passionnés, parfois très doués, et des défis carrément exigeants, c'est ça qui plaît, je crois. D'un côté, l'imagination, la créativité qui semble sans borne, et de l'autre, il faut la technique. Une technique irréprochable. Le message sous-jacent, c'est un peu que la haute pâtisserie, cet art si précis, il est peut-être accessible, ou en tout cas, la passion peut y mener. Et la tarte comme thème, c'est parfait pour illustrer ça. Oui, la tarte. Ça a l'air simple comme ça, de loin, mais en fait, ça peut être hyper complexe. Alors, commençons par la première épreuve, le défi de Cyril Lignac. Et attention, pas n'importe quoi, revisiter la tarte au citron meringuée. Quand même, c'est un peu un monument ça, non? Un test classique, mais redoutable. C'est clair. C'est iconique comme dessert, qui n'aime pas? L'équilibre acide-sucré, le croquant, la meringue aérienne. Mais bon, on connaît Cyril Lignac. Il n'allait pas demander une simple récitation. Non. L'idée, c'était « surprenez-moi ». Innover, réinventer. Il fallait vraiment qu'il sorte du cadre. Moderniser la pâte, la crème, la meringue elle-même. Donc, double peine, quoi. Être original, mais aussi hyper précis techniquement. Ça démarrait fort. Ah bah oui, c'est exactement ça le piège des revisites. C'est un exercice de style hyper casse-gueule, en fait. Il faut oser s'éloigner de l'original pour un peu marquer le coup. Mais si on va trop loin, on perd l'essence du classique, et là ça marche plus. Ni pour le public, ni pour le juge. Et à l'inverse, trop timide et ça manque d'audace. Pour des amateurs, la pression est énorme, parce qu'on leur demande d'avoir la créativité d'un chef, mais aussi la technique pour que ça tienne la route. Que ce soit bon, mais aussi que ça se tienne visuellement. Imagine la meringue qui s'effondre, la crème qui coule. Sur une revisite un peu déstructurée, c'est vite la catastrophe. C'est bien plus qu'un test de goût, c'est un test de vision, de concept et de maîtrise pure. C'est vrai. Après cette première épreuve intense, on change complètement de registre avec Mercotte. L'épreuve technique. Et là, direction le terroir, le rustique, avec une spécialité que j'avoue je ne connaissais pas du tout, le poiras du Berry. L'idée, c'est de mettre en avant le patrimoine régional. Une bonne idée, ça. On nous le décrit comme une tourte, bien garnie de poires, avec des épices, un peu d'eau de vie. Mais ça sent le plat de grand-mère, la tradition. Oui, mais attention, avec Mercotte, le rustique cache souvent des pièges. L'article le dit bien. Derrière cette simplicité apparente, une difficulté redoutable. Il fallait une pâte très fine, une cuisson parfaite, et ça, avec les fruits, c'est pas gagné d'avance, hein, l'humidité, tout ça. Et trouver le bon équilibre dans la garniture épicée. C'est pas juste une tarte aux poires vite fait, quoi. Et puis, comme d'hab avec Mercotte, on nous souffle qu'il y a sûrement des petits détails techniques, des astuces cachées dans la recette, de quoi faire trébucher même les meilleurs. Ça promettait des sueurs froides, encore une fois. Ben oui, c'est ça qui est intéressant avec ces épreuves techniques. Elles sont redoutées, et à juste titre. Là, on oublie la créativité débordante, on revient aux fondamentaux, la base du métier. On juge la rigueur, la précision du geste, la capacité à suivre une recette, souvent un peu cryptique, sous pression. Et le choix du poire et du berry, c'est malin. Ça sort des sentiers battus, des éternels macarons ou opéras. Ça montre la richesse de notre patrimoine pâtissier régional, qui est immense et souvent méconnu. Ça demande de la concentration, de la méthode et de bien comprendre comment les ingrédients interagissent, comment la pâte va cuire avec les fruits, etc. C'est un retour aux sources essentiel, je trouve. Tout à fait. Après ce retour aux sources, place au grand spectacle, l'épreuve créative. Et là, le thème, alors là, pour le coup, c'était assez fou. La tarte animale. Le défi, créer une tarte, oui, mais une tarte géante, sculptée en forme d'animal. Ça pouvait être leur animal de compagnon, un animal fétiche ou plus symbolique.
On nous promettait du réalisme, de l'émotion, de la créativité à gogo. Clairement, ça sentait la pièce montée impressionnante. Et pour chapeauter tout ça, un invité de marque, Pierre-Jean Quinonero. Excusez du peu, hein, élu chef pâtissier de l'année en 2023 et 2024. Un virtuose du dessert, nous dit l'article. Son rôle, conseiller les candidats, les aider à passer de l'idée, du dessin, à une vraie œuvre d'art comestible. Carrément. Avoir un expert comme ça devait mettre une pression supplémentaire, mais c'est aussi une chance incroyable d'apprendre. Ah oui, carrément. Quand tu as un juge invité de ce calibre, le niveau d'exigence monte d'un cran, c'est évident. Ce genre d'épreuve créative, c'est fascinant, parce que ça mélange deux arts, la pâtisserie et la sculpture, le modelage. C'est déjà un énorme défi de concevoir et réaliser une pièce de grande taille, qui soit belle, réaliste, qui capture l'animal. Mais le piège, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça doit se manger. Et ça doit être bon. Comment tu assures une bonne texture, des saveurs qui tiennent la route, une découpe possible sur une structure aussi complexe? C'est là que l'œil et l'expérience d'un quinonero sont précieux. Il va pas juste regarder si c'est joli, il va exiger que le goût soit là. Ça demande de la créativité, de la technique pâtissière bien sûr, mais aussi de la planification, presque de l'ingénierie. Comment ça va tenir, c'est un défi complet. Oula oui, on imagine la complexité. Et comme si ça ne suffisait pas, après ces 3 épreuves déjà bien stressantes, on a le traditionnel duel. Le face-à-face, c'est la dernière chance pour le candidat qui a été éliminé de réintégrer le concours. Il affronte celui qui a gagné le duel précédent. Grosse tension, forcément. Et là, les juges, c'est Noémie Ognat et Mohamed, 2 anciens qui connaissent bien la pression. Pour ce duel crucial, le thème était encore un classique, mais hyper technique. La meringue. Ce truc léger, aérien, mais qui demande une précision d'horloger. Et pour compliquer un peu, il fallait pas juste faire une meringue, mais intégrer 2 types de meringues différentes. Française, suisse, italienne. Le choix était peut-être libre, mais il fallait en maîtriser 2 dans une seule création. Ça, c'était un sacré exercice de style technique. Heureusement, Noémie et Mohamed n'étaient pas juste là pour noter, notamment pour réussir la meringue italienne, tu sais. Celle avec le sirop au sucre chaud, très stable mais super délicate à faire. Et pour obtenir la texture parfaite en général. C'est sympa ça, même dans le duel, il y a ce côté transmission. Ah oui, ce focus sur la meringue en duel, c'est très pertinent. La meringue, peu importe la méthode, c'est vraiment un baromètre de la précision en pâtisserie. Ça pardonne pas l'erreur, quoi. La température des blancs, la vitesse du fouet, quand ajouter le sucre ou le sirop chaud pour l'italienne, le temps de cuisson ou de séchage, chaque détail compte pour avoir la bonne texture, la bonne tenue. Alors, en demander 2 types différents dans une seule pièce, ça multiplie la difficulté. Il faut maîtriser chaque technique, genre le croquant léger de la française et le moelleux stable de l'italienne. Mais il faut aussi savoir les associer de manière logique, harmonieuse, au goût et à l'œil. C'est un test énorme de polyvalence, de gestion du stress et de précision chirurgicale presque. Bon, en résumé, cet épisode La tarte est dans le pré, ça s'annonçait comme un vrai voyage complet autour de la tarte. On est passé de la revisite pointue d'un classique, comme la tarte au citron, à la découverte d'une spécialité de terroir avec le poiras, pour finir par une performance artistique avec la tarte animale, et le tout conclu par un duel hyper technique sur la meringue. Ça résume bien ce qu'on demande aux candidats finalement. Cet équilibre permanent entre tradition, créativité et technique, sans faille. Exactement. Et ça amène à une réflexion un peu plus large, je trouve, au-delà du spectacle. Qu'est-ce que ça dit de nous, cette popularité qui se dément pas pour ces concours, ces émissions qui célèbrent à la fois la tradition revisitée et l'innovation débridée en pâtisserie? Quel est notre rapport à la nourriture, à la tradition, face à l'envie de nouveauté? Et comment cette mise en avant de la pâtisserie, même amateur, s'inscrit dans des tendances plus globales? C'est peut-être une quête d'authenticité, un retour au fait maison, une valorisation du savoir-faire manuel dans un monde très numérique, ou une nouvelle forme d'expression personnelle, artistique, qui devient plus accessible. La façon dont on réinvente une tarte au citron ou dont on transforme une pâte en sculpture, ça raconte peut-être des choses sur notre époque finalement. Voilà une belle piste de réflexion pour après avoir vu l'épisode. Juste une dernière info pratique tirée de notre source TAS. Pour les plus accros et les abonnés M6+ Max, l'épisode suivant est même dispo en avant-première juste après la diffusion, de quoi calmer les plus impatients. C'est tout pour notre discussion d'aujourd'hui.